Bonjour à tous, je me nomme Javier Reyes et je travaille pour la société fiduciaire Ofisa depuis 3 ans en tant que co-responsable du département fiscal. Par ailleurs, je dispose de 2 diplômes d'expert fiscal et d'un brevet fédéral. En tout, je dispose d'une expérience professionnelle de 18 ans dans le domaine de l'activité de la fiscalité au niveau national et international. Aujourd'hui, nous allons commenter l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2020. La présentation se fera en 2 parties. On aura la partie A pour les impôts directs, la partie B pour l'impôt anticipé. Cas 1. Lors de sa retraite, Jean Muster s'est installé à l'étranger. Étant donné qu'il a conservé son appartement en Suisse et qu'il a mis en location, il demeure toujours contribuable en Suisse en raison d'un rattachement économique. Il n'a communiqué à l'autorité fiscale ni son adresse à l'étranger, ni l'adresse de son représentant en Suisse. L'administration fiscale lui notifie ainsi la taxation par publication dans la feuille officielle du comptant. La manière de procéder de l'autorité fiscale est-elle admissible? Oui. Citez la disposition légale, article 116, alinéa 2 et l'IFT. François Meyer a déposé dans les délais de sa déclaration d'impôt 2013 à l'autorité fiscale compétente. Par la suite, il n'a reçu aucune nouvelle de l'administration fiscale. Le 15 février 2019, il reçoit la notification de la décision de taxation avec les redressements fiscaux pour la période fiscale 2013. La manière de procéder de l'autorité fiscale est-elle correcte? Non. Pourquoi? Tout simplement que pour pouvoir procéder à une taxation, la loi donne à l'administration fiscale un droit de taxer de 5 ans. Si dans le délai de 5 ans, la taxation n'est pas intervenue, la décision est considérée comme nulle. Donc, article 120, alinéa 1 et l'IFD. Judy Muller remplit sa déclaration d'impôt comme elle ne dispose que peu d'économies, elle laisse l'état des titres vide et ne joint à la déclaration d'impôt aucune attestation fiscale de ses 2 comptes bancaires. Est-ce correct que Judy Muller ne remplit aucun état de titre et ne joint aucune attestation fiscale? Non, c'est pas correct, car le législateur prévoit également que pour l'impôt sur la fortune, le contribuable doit déclarer l'ensemble de ses revenus et de sa fortune, que ce soit au niveau national, au niveau mondial. Donc, dans ce cas, la disposition légale qui le confirme est l'article 125, alinéa 1, lettre C, et l'IFD. Perrine Verny a négligé de déposer sa déclaration d'impôt. Après les sommations d'usage de l'autorité fiscale, elle reçoit une taxation d'office sur la base d'une appréciation. 5 jours avant l'expiration du délai de réclamation, elle informe par écrit l'autorité fiscale qu'elle a encore besoin de temps suite à un surcroît de travail et qu'elle ne pourra déposer sa déclaration d'impôt avec tous les documents nécessaires seulement dans les 3 semaines. Est-ce que c'est juste ou non? Peut-elle demander une prolongation de délai? Formellement non. Tout délai qui figure dans la loi, c'est un délai qui ne peut être ni prolongé. Donc, si la loi accorde un délai de 30 jours pour déposer une réclamation, ce délai de 30 jours ne peut être repoussé ni prolongé par l'autorité fiscale. Les seuls délais qui peuvent être prolongés ou repoussés sont les délais qui sont accordés directement par l'administration fiscale. Dans ce cas-là, c'est non la réponse. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Choisissons les affirmations exactes. La 1, les avantages appréciés en argent dérivant de la participation de collaborateurs proprement dit, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenus d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. Oui, c'est exact. Les actions de collaborateurs non négociables font l'objet d'un escompte de 8% par année de blocage. Cet escompte est limité à 8 ans. Faux, l'escompte admissible d'un point de vue fiscal, et selon la législation actuelle, est de 6% par année, sur une période de 10 ans maximum. La prestation imposable d'une participation de collaborateur correspond à sa valeur vénale diminuée du prix d'acquisition. Oui, la prestation imposable est bien la différence entre la valeur vénale moins le prix d'acquisition. Donc, l'affirmation lettre A est correcte. Indiquez dans la colonne disposition légale de l'IFD de la table ci-après pour chacune des affirmations 1 à 5 ci-dessous les dispositions légales correspondantes de la LIFD avec article, alinéa et lettres. Les personnes physiques peuvent déduire du revenu les charges durables et 40% des rentes viagères versées. Oui, article 33, alinéa 1, lettre B et l'IFD. Les personnes physiques ne peuvent pas déduire les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues. Oui, c'est vrai. Article 34, lettre E, l'IFD. Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leur compte à chaque période fiscale. Oui, c'est exact. Le législateur
le réclame. Article 41, alinéa 3, LIFD. En cas de divorce et de séparation judiciaire ou effective, les époux sont imposés séparément pour l'ensemble de la période fiscale. Oui, c'est exact. Dès le moment que soit en présence d'une séparation judiciaire ou effective, les contribuables sont taxés pour toute la période concernée pour l'année concernée en tant que contribuables séparés. Article 42, alinéa 2, LIFD. Les bénéficiaires de prestations capitales au sens de l'article 38 LIFD sont imposés pour ces prestations dans le canton où ils sont domiciliés au regard du droit fiscal au moment de l'échéance de ces prestations. Oui, donc ce n'est pas la situation au 31 décembre qui fait foi pour l'imposition ou pour la compétence d'imposer la prestation capitale, mais c'est bien au moment où échoit la prestation capitale, donc où se trouve le domicile au moment où la prestation est échue, et non le 31 décembre. Article 105, alinéa 4, LIFD. Cas 4. En provenance de l'étranger, les époux Nicolas et Catherine Joy, vivant en ménage commun, s'installent en Suisse en date du 1er mars 2019. Ils sont les deux de nationalité suisse. Nicolas ouvre un commerce de denrées alimentaires sous la forme d'une raison individuelle. Suite à différents imprévus, il ne peut débuter son activité lucrative indépendante qu'à partir du 1er mai 2019. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Nicolas établit le premier bouclement des comptes au 31 décembre 2019. En date du 1er juillet 2019, Catherine a débuté une activité lucrative salariée. Elle est employée auprès d'une importante entreprise pharmaceutique suisse. En 2019, les revenus suivants provenant d'une activité lucrative ont été réalisés. 70 000 de bénéfices selon le compte de résultats admis fiscalement de la raison individuelle de Nicolas pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019. Donc, 8 mois de comptabilité de période. Dans le bouclement sont comprises des charges extraordinaires à concurrence de 30 000 francs. 60 000 francs de salaire net de Catherine Joy pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. Donc, une période de 6 mois. Question. Indiquez pour quelle période les époux Joy sont assujettis en Suisse pour l'année 2019. Étant en présence d'un assujettissement illimité, mais étant en présence d'un début d'assujettissement, la période concernée est du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019. Question. Calculer pour la période 2019 le revenu imposable et le revenu déterminant pour le calcul du taux des époux Joy. Les éléments de revenus respectifs de déduction non mentionnés sont à négliger. Complétez le tableau ci-après A et B, les calculs nécessaires pour déterminer le revenu imposable et le revenu déterminant. Principe de base. Le revenu imposable des personnes se détermine d'après les revenus effectivement obtenus ou acquis au cours de la période fiscale concernée, du 1er mai au 31 décembre de l'année. Donc, pour l'activité indépendante, on a 70 000. Et pour les revenus de l'activité salariée, on a 60 000. Donc, un revenu imposable total de 130 000. Deuxième question, calculer pour le revenu imposable, le revenu déterminant pour le taux doivent être présentés de manière détaillée et compréhensible. Donc, ça signifie que si on est en présence d'un assujettissement illimité, mais en début d'assujettissement, nous devons déterminer le revenu pour le taux. Donc, cela signifie que nous devons annualiser les revenus périodiques, mais par contre, les revenus apériodiques ou extraordinaires ne sont pas annualisés, mais ils sont rajoutés ou déduits du taux déterminant. Donc, comme je l'ai expliqué, donc le revenu prenant l'activité lucrative indépendante de l'époux, on avait dit qu'il avait débuté son activité, si je me trompe pas, à partir du 1er mars. Est-ce que c'est exact? Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. 1er mars 2019, c'est juste. Donc, c'est-à-dire 1er mars 2019, l'activité indépendante n'a débuté que le 1er mai, mais l'assujettissement a débuté le 1er mars. Par conséquent, les revenus doivent être annualisés en fonction de la durée d'assujettissement et non en fonction de la durée de l'activité indépendante. Donc, comme on a un début d'assujettissement à partir du 1er mars, ça veut dire 10 mois. Ayant exercé une activité pour un revenu de 70 000, je vous rappelle que dans les 70 000,
il figurait une charge extraordinaire. Donc, pour déterminer le revenu périodique, nous devons prendre les 70 000 plus les 30 000 qui nous donnent un revenu de 100. Ces 100 sont divisés par 10, divisés par la durée de période d'assujettissement, donc 10 mois, fois 12, qui nous donnera évidemment un revenu de 120. Toutefois, il faut ne pas oublier qu'il faut, par la suite, déduire la charge extraordinaire du revenu déterminant pour le taux. Donc, on avait 120 moins les 30 nous donne un revenu pour le taux de 90 000. En ce qui concerne madame, son épouse, elle avait exercé une activité salariale durant une période de 6 mois. Cette activité doit être annualisée sur la durée d'assujettissement du couple, donc du 1er mars au 31 décembre, donc soit sur une période de 10 mois. Donc, étant madame ayant réalisé un revenu de 60 000, donc nous allons diviser les 60 000 sur 10 fois 12, qui nous donne un revenu déterminant de 72 000, donc le taux global pour le taux sera de 162 000. Donc, on aura des revenus imposables de 130 000 taxés au taux de 162 000 francs.